plaisir d'accueillir maintenant Stéphane Ballas, qui est maître de conférence au CNAM à Paris, et donc qui est spécialiste de formation des adultes. Là, on va vraiment être davantage dans le domaine de la formation des adultes, en particulier l'approche compétences, et notamment l'approche des compétences transversales, et la question de la certification, et le rapport entre certification et formation. Moi, j'avoue que la première fois que j'ai connu Stéphane Ballas, c'était lors d'un colloque, et il a présenté sa thèse à l'époque, et dans sa thèse, il a produit une figure, moi j'appelle ça une figure, que je trouve très inspirante, comme on dit aujourd'hui à la télé. C'est la notion de référentiel de dilemme, le dilemme professionnel. Et donc pour présenter au fond comment un métier se construit et à travers quel savoir professionnel il se construit, il a élaboré comme ça une carte et des dilemmes. Je trouve que c'est extrêmement efficace, heuristique, on dirait plutôt dans notre milieu, pour parler des métiers. Donc je vous laisse tout de suite la parole. Donc Stéphane, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Très très heureux d'être ici. Merci de l'invitation qui m'est faite. Alors rapidement, je vais me présenter, puis je vais expliquer un peu d'où je viens. Voilà. C'est intéressant de savoir ça pour ensuite situer mon propos. Donc effectivement, je suis enseignant-chercheur au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM à Paris, qui, comme vous le savez sans doute, est un établissement d'enseignement supérieur un peu particulier, puisqu'il est très orienté, on va dire, vers une formation de la deuxième chance, etc., puisqu'on a des cours du soir, on a des cours le samedi, mais aussi on a quand même une activité un peu classique, avec un LMD, etc. Voilà. Et moi, je me situe dans une équipe qui est l'équipe des métiers de la formation, on appelle ça, et par ailleurs, je suis membre d'une unité de recherche qui s'appelle FOAP, Formation et Apprentissage Professionnel. Cette unité de recherche, c'est une unité de recherche pluricite, puisque c'est assez récent, ça a quelques années, cette UR, pardon. Elle comprend des collègues de Agro-Dijon, Institut Agro-Dijon, le nouveau nom d'AgroSub-Dijon. Elle comprend des collègues de l'ENSTA de Brest, c'est-à-dire une école d'ingénieurs dans le domaine naval, et puis donc l'équipe du CNAM. Donc mon domaine spécifique dans le champ de la science de l'éducation et de la formation, c'est bien, non pas les sciences de l'éducation, on va dire canoniques, classiques, habituelles, mais vraiment, je suis très orienté vers la formation, les sciences de la formation en particulier, parce que je suis au CNAM et pour plein d'autres raisons, la formation des adultes. Je remarque au passage que effectivement, les enseignants que vous formez sont des adultes, ou de jeunes adultes, vous n'allez pas me contredire, et pour autant, les travaux de recherche entre, d'une part, la formation des adultes et d'autre part, la formation des enseignants, ont souvent été un peu disjoints, c'est pareil historiquement, ce que moi, personnellement, je regrette un peu. Je trouve qu'il n'y a pas de rupture, forcément, entre ces deux approches, mais c'est vrai qu'on aime bien dans notre discipline, sans doute pour des raisons de consolidation du sérieux de notre discipline, eh bien, travailler en silo, fabriquer des choses séparées, et voilà. Bon, ceci étant dit, historiquement, c'est vrai que le champ de la formation des adultes s'est construit en opposition avec la figure de l'enseignant, du professeur, et avec tout le discours sur l'andragogie ou anthropogogie, etc., etc. Si vous avez des questions là-dessus, je pourrais y revenir sans problème. Il y a donc effectivement, de mon point de vue, une réelle continuité entre les deux champs. Et c'est pour ça que, quand on m'a proposé de venir, j'ai trouvé que c'était tout à fait intéressant. Et vous me direz à la fin si ça vous a aussi intéressé ou si vous vous êtes dit que, finalement, on vous avait parlé d'un truc qui était vraiment sans rapport avec vos objets. Alors, la présentation que je vais faire aujourd'hui, elle est tirée, en fait, et c'est le point de départ de l'invitation, elle est tirée d'un symposium qu'on a réalisé il y a quelques semaines, il y a un mois, ou presque un mois, à Lausanne, dans le cadre de la REF, un symposium qui s'est intitulé « Comme ma communication, analyse des besoins de formation, actualité d'une démarche pour concevoir des formations », et qui avait été monté sur l'invitation de Raquel Becerril-Ortega et de Thérèse Levenet. Donc Thérèse, elle est enseignante à Lille, et Raquel, qui était enseignante à Lille, est devenue récemment chercheuse à la Haute École de santé de Vaud, en Suisse. Donc voilà. Et ils m'ont invité. Moi, j'ai embarqué avec moi ma collègue proche, Anne-Lise Ullmann, qui travaille avec moi au CNAM. Voilà.
Donc on était tous les quatre pour ce voilà. Et donc la première partie de mon travail va être une espèce de résumé de ce qui s'est dit pendant ce symposium, et puis je développerai une dernière partie qui sera plus mon apport à tout ça. Alors je vais essayer de suivre ce plan-là, mais comme toujours un peu, enfin, c'est pas des enseignants que j'apprends ça, le plan est une chose, la réalité en est une autre. Je vais essayer de tenir cette proposition-là, en m'interrogeant d'abord sur le sujet initial qui est la question du besoin de formation, en interrogeant d'une part des enjeux conceptuels liés à cette notion, et puis d'autre part en revenant aussi un peu sur l'histoire et sur les enjeux d'intervention qui sont liés à ce besoin de formation. Ça sera l'occasion aussi de parler un tout petit peu de mes positions interventionnistes de chercheurs. Deuxième temps, je regarderai un petit peu la question du besoin de formation en rapport avec la question du travail, qui est un peu le marqueur de notre approche au CNAM, et puis moi, mon approche depuis longtemps. Voilà. Et je prendrai deux perspectives. D'une part, une perspective plus connue qui est celle de l'approche didactique professionnelle, et puis enfin, une perspective que j'essaye de développer personnellement, et que je nomme aujourd'hui l'ingénierie didactique clinique de l'activité. Vous verrez ce que ça veut dire. Enfin, j'espère que vous verrez ce que ça veut dire. Ensuite, j'illustrerai avec deux exemples, enfin peut-être deux exemples. D'une part, les masseurs kinésithérapeutes dont Emmanuel parlait à l'instant, et puis enfin, éventuellement avec des formateurs où j'ai aussi travaillé des questions du même genre. Et enfin, on discutera et on pourra conclure. Je répondrai à vos questions, évidemment. Enfin, on discutera surtout. Voilà. Alors, pourquoi, enfin, qu'est-ce que ça veut dire le besoin de formation au plan conceptuel ? Alors, c'est en particulier Thérèse Devenay qui s'est affrontée à cette question très précisément à partir d'une question qui est venue de Calliope. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans la formation des adultes, formation professionnelle, ils ne savent pas très bien ce que c'est Calliope. En deux mots, Calliope, c'est le nouveau système de labellisation des organismes de formation, ce qu'on appelle les labels qualité, vous savez, et qui est un label qui est absolument indispensable à obtenir pour un organisme de formation s'il veut pouvoir répondre à des appels d'offres publics ou de fonds mutualisés. Et donc, en gros, c'est un nouveau système qui permet à un organisme de formation de continuer à exister sur le plan économique ou pas. Vous voyez, l'enjeu, il est très fort. Et ce Calliope, il comprend évidemment un référentiel, parce que les référentiels, il y en a partout. Et ce référentiel, il comprend 7 critères et 22 indicateurs. Bon, je vous passe les détails. Mais parmi ces critères et indicateurs, il y en a un qui est le numéro 2, qui est identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces prestations au public bénéficiaire, etc., etc. Et avec un indicateur qui permet d'objectiver ce critère, qui est, c'est là qu'on y vient, le prestataire analyse le besoin du bénéficiaire en lien avec l'entreprise et le financeur concerné. Alors ça pose évidemment question quand on forme de futurs responsables d'organismes de formation, quand on forme des ingénieurs de formation, etc., qu'est-ce que ça veut dire? Comment un organisme de formation peut-il répondre à cette demande d'analyser le besoin du bénéficiaire, sachant que le terme est très compliqué à cerner. Je note, est-ce qu'on doit faire la démonstration du fait qu'on a essayé d'analyser ce besoin, une espèce d'obligation de moyens, vous voyez, ou est-ce qu'on doit réellement se coltiner la question et réellement parvenir à se saisir des réels besoins des bénéficiaires potentiels? C'est une question compliquée parce que, évidemment, comme toujours, dans ce type d'évaluation de type certificative, parfois c'est la démonstration qui compte plus que la réalité. Voilà. Bon, ça c'était au passage. C'est pas le sujet principal. Alors, autre question que pose Thérèse, tout à fait intéressant, c'est est-ce que le besoin de formation et la satisfaction liée à la formation, c'est la même chose? Par exemple, quand on pose un questionnaire de satisfaction que vous connaissez tous par cœur, peut-être qu'il y en aura une à la fin des 2 jours, voilà, parce que c'est devenu une norme. En tout cas, c'est quelque chose qui est demandé par les institutions, vous voyez. Quand vous obtenez un financement, après, vous devez rendre compte à partir des statistiques de la satisfaction. Alors, quand il y a 12 apprenants, c'est amusant parce qu'on fait des camemberts. On dit 88,7% des gens sont satisfaits. On sait bien que sur le plan statistique, ça ne tient pas, mais bon, on le fait quand même. Voilà. Mais est-ce que c'est la même chose? Alors, on va y revenir, mais en tout cas, c'est une belle question que pose Thérèse. Alors, elle est allée un peu plus loin dans sa recherche en montrant qu'il y avait, en tout cas pour ce qui concernait la question des besoins, il y avait 2 approches qui étaient, de son point de vue, des impasses l'une et l'autre.
d'une part, une conception biologique ou biogénétique, d'une part, et puis d'autre part, une conception idéaliste des besoins, qui sont d'ailleurs souvent associés l'une à l'autre. La première, la biologique, renvoie à l'idée ou une vision de homéostatique. Voilà. Hein, vous connaissez, il faut parvenir toujours à... Il y a des équilibres qu'on doit compenser pour arriver de nouveau à l'équilibre, des équilibres instables qui ramènent à des équilibres stables, etc. Et donc, on a l'idée qu'il y aurait... Le besoin serait une tension, et puis, la réponse qu'on apporte à ce besoin, ça devient le moyen de rééquilibrage. Par exemple, la formation. Mais on y reviendra dans la deuxième partie. C'est amusant d'avoir cette image-là, et j'y reviendrai à la fin, mais Alain Supiot, dans son dernier ouvrage, il rappelle que cette assimilation de l'homme, alors lui il parle du travailleur, mais de l'homme en général, à une machine qui peut être mécanique, selon les époques, mécanique, cybernétique, numérique, et puis on en passera robotique, etc., et en fait, c'est une vision qui est très liée au néolibéralisme. C'est assez intéressant. Bon, on y reviendra. La seconde vision, qui est une vision idéaliste, une conception idéaliste, peut être entendue comme une énergie vitale qui pousse l'individu à satisfaire une catégorie de besoins dite supérieure. Voilà. Donc, quand on a obtenu ce qu'on voulait en termes de survie, on peut commencer à penser, etc. etc. C'est la fameuse pyramide de Maslow, que tous les gens qui ont corrigé des mémoires de master connaissent par cœur, parce que tous les étudiants trouvent ça super, et c'est difficile de leur expliquer que c'est pas si super que ça, mais bon, voilà. Vous verrez que c'est pas le seul modèle qui est très véhiculé. Voilà. C'est une vision quand même un peu simplificatrice de la réalité de l'humain. Parce que l'humain, parce que le besoin, ce n'est pas seulement, sans doute un peu, mais pas seulement quelque chose qu'il faut rééquilibrer, c'est pas non plus une énergie vitale uniquement, même si ça l'est aussi, mais c'est aussi, et avant tout peut-être, un construit qui est social forcément, qui est affectif forcément, qui est situé forcément, et donc alors ça contredit totalement cette idée d'un rapport mécaniste ordonné, d'une pyramide où on va grimper peu à peu vers la vertu finale. Voilà. On va se détacher des choses matérielles progressivement pour arriver à devenir un être éthéré et parfait, quoi. Enfin, c'est presque ça. Il y a un côté New Age dans la pyramide de Maslow, je trouve. Enfin, bon, Thérèse nous est allée chercher une citation dans La pensée d'un chercheur qui s'appelle Grevet, qui dit quelque chose de très intéressant, qui dit « Le processus d'hominisation, donc le processus de développement de l'espèce humaine, loin d'être achevé, rappelle l'auteur, renverse justement l'essence des besoins humains. L'aspect biologique devient un élément subordonné. Le besoin ne résulte plus d'une origine biologique interne à l'individu, mais de l'intériorisation d'exigences externes liées aux forces productives et aux rapports sociaux. Ces exigences externes forment le moment objectif des besoins, leur base en quelque sorte. Et à ce besoin objectif, eh bien, évidemment, s'affronte aussi un besoin subjectif. Ce n'est pas parce qu'on a un besoin objectif qu'on le perçoit personnellement. Donc il y a aussi cette dialectique entre besoin subjectif et besoin objectif. Et donc, vous avez compris que la satisfaction du besoin, enfin la définition même du besoin, et encore plus sa satisfaction, est évidemment un compromis entre de multiples dimensions, et c'est donc très difficile d'avoir un rapport extrêmement rationnel par rapport à cette identification des besoins. La satisfaction de la formation, on y revient, effectivement, est-ce une réponse efficiente par rapport à cette question? Bon, on peut dire que grâce à Kirkpatrick, avec son modèle en 4 niveaux, de la satisfaction qui est le premier niveau jusqu'à résultat qui est le 4e niveau, résultat étant entendu comme le résultat visible dans l'activité des individus dans l'entreprise, ce juste retour d'investissement formation, vous voyez, ça vous rappelle quelque chose, hein, c'est une des définitions de la compétence de Le Boterf. Voilà, hein, la formation serait un investissement dont on attend un retour. Eh bien, Kirkpatrick, il prit ce modèle, et ce modèle, il est quand même extrêmement contestable là aussi, pour plein de raisons, et en particulier parce qu'il ramène la question de la formation à un produit agissant sur un marché économique. Alors,
on sait tous que la formation aujourd'hui, et la loi de 2018 l'a renforcée, est considérée par certains comme une marchandise, un lieu d'échange, etc. Mais nous, enseignants et formateurs, il me semble que c'est important qu'on tienne un autre discours sur la formation, qui n'est pas seulement je viens me former et à la fin je dois savoir faire ça, et si je ne sais pas faire ça, je vais me faire rembourser, ou je vais mettre des avis, je vais mettre 3 étoiles ou 5 étoiles, et c'est pas ça la formation, on le sait bien. Les enquêtes de satisfaction, évidemment, on le sait, renseignent sur des éléments qui n'ont rien à voir en fait avec la satisfaction d'un besoin, qui sont plutôt la satisfaction du fait que le prof il était super sympa, ou que les locaux étaient agréables et que comme il faisait beau, on a pu manger à midi sur la pelouse. Et là, on a des bonnes satisfactions. Par contre, quand c'est en plein hiver, dans des locaux exigus comme au CNAM, etc., c'est plus difficile. Et on peut aussi dire qu'une formation réellement bousculante, qui fait que les gens ils transforment leur point de vue sur les choses, ils se questionnent, etc., eh bien, ça peut être perturbant, ça peut être bousculant, et donc ça peut être jugé insatisfaisant, alors même que pour autant, c'est réellement ou potentiellement un creuset pour un réel apprentissage, quoi. Donc on voit bien qu'il y a un hiatus vraiment entre la satisfaction et la réalité de l'efficacité de la formation. Vous le savez aussi bien que moi. Alors, du point de vue de l'intervention, alors juste un petit mot sur l'intervention. Dans notre discipline des sciences de l'éducation et de la formation, il y a beaucoup de collègues qui ne font pas d'intervention, c'est-à-dire qu'ils ne sortent pas sur le terrain, ils ne s'affrontent pas avec des questions qui leur sont ramenées par des collectifs dans les entreprises, dans les institutions, dans les organisations, etc. Il se trouve qu'au CNAM, on est quelques-uns, et puis là, on partage ça avec Thérèse et Raquel, c'est que nous, on pense que la seule manière de faire notre boulot, c'est d'aller sur le terrain, se confronter à des questions. Donc on est en permanence en train de travailler avec des groupes différents, y compris des groupes d'enseignants. D'ailleurs, moi, ça fait 3 ans que je mène une recherche-action avec des enseignants dans le secteur sanitaire et social, par exemple, mais aussi avec des liquidateurs de retraite, avec des formateurs, avec des managers, avec qui d'autres, certains qui ne veulent pas de nous, comme la Banque de France, mais enfin, on a bossé avec eux, enfin, etc. Donc l'intervention, c'est l'idée qu'à un moment donné, on va sur le terrain essayer d'intervention, c'est-à-dire d'intervenir, de venir entre les problèmes d'une organisation et ces gens, et ces personnes qui sont concernées. On a un rôle de médiateur, enfin voilà, et on doit essayer d'assumer ce rôle de médiateur. Donc en quoi la question du besoin, quand on est un intervenant en formation, cette question se pose. Je prends un exemple qu'on a conduit avec le rectorat de Paris, avec ma collègue Anne-Lise Ullmann, où, dans le cadre d'une intervention, on a posé une hypothèse initiale, après avoir travaillé un peu la commande avec eux, qui était de dire le besoin de formation n'existe pas. Ça n'existe pas. Bon, évidemment, c'était un peu radical comme position, mais c'était heuristique, comme on dit. Donc le service de formation continue de ce rectorat, la DAFOR, pour ne pas le citer, nous a sollicité pour un accompagnement sur les modalités de construction de leur plan académique de formation. Alors, vous connaissez sans doute, mais le plan académique de formation, pour ceux qui ont un doute, c'est le plan qui permet à des enseignants, mais aussi des personnels administratifs, techniques, etc., de s'inscrire pour obtenir des stages de formation continue. Et donc ce plan académique de formation est jugé peu efficient dans la manière de le concevoir, parce que la conception était extrêmement longue et complexe, avec un coût humain et matériel très, très, très lourd. Finalement, peu d'inscriptions à ces formations, et puis un rapport entre les demandes initiales et la réalité des présences qui était extrêmement décalée, et puis voir des gens d'ailleurs qui venaient une journée, qui ne revenaient pas, etc., etc. Et donc une obligation d'annuler une bonne part de ce plan. Donc, je ne sais pas, il y avait 600 offres et puis 200 formations qui étaient mises en œuvre, quoi. Et des fois qui étaient mises en œuvre parce qu'il fallait absolument les mettre en œuvre, mais pour 3 personnes. Donc effectivement, sur le plan de l'efficience, ce n'était pas terrible. Et puis on avait aussi des participants qui faisaient sur des enquêtes de satisfaction qui disaient qu'ils étaient déçus, ça sert à ça au moins, qui avaient un décalage entre ce qu'ils attendaient et ce qu'ils avaient obtenu, etc., etc. Donc l'hypothèse de la direction de la DAFOR, c'était que
il faut que les conseillers d'AFOR, c'est-à-dire les collègues qui travaillent au rectorat et qui sont en charge de piloter ce programme, soient mieux formés à l'analyse des besoins de formation. Et c'est pour ça qu'ils se tournent vers le CNAM et ils demandent à Annelise Ullmann. Et Annelise Ullmann me demande de l'accompagner et on travaille ensemble là-dessus. Alors, historiquement, peut-être qu'on peut le rappeler, la notion de besoin de formation est un des premiers jalons d'une démarche méthodique rationnelle de l'ingénierie de formation. Alors là, je vous ai mis en photo le vieux bouquin de Barbier-Laine, qui est de 77, qui s'appelle « L'analyse des besoins de formation ». Ce bouquin, il fait encore référence par certains côtés, parce qu'il est tout à fait intéressant. Même si, d'ailleurs, pour avoir relu récemment une partie, on ne parle jamais du travail. Mais voilà. On parle des enjeux sociaux, on parle etc., mais pas du travail. N'empêche que ce livre et quelques autres, évidemment, ont participé de la construction d'une démarche rationnelle de formation qu'on a appelée l'ingénierie de formation. Cette démarche, elle va de l'identification des besoins jusqu'à l'évaluation du dispositif à la fin, en passant par, évidemment, conception d'un prototype, etc., la mise en œuvre, on passe des meilleurs. C'est une logique projet, mais rapportée à la question de la formation. Certains expliquent aussi que cette ingénierie de formation, elle s'est construite autour aussi de la nécessité de présenter des choses un peu rationnelles face à des demandes de pays émergents qui demandaient à des enseignants français de venir, je sais pas moi, l'industrie pétrochimique algérienne qui demandait à des profs de français de venir former leur personnel. Et là, ils s'apercevaient d'un seul coup que c'était pas la même chose de former des élèves en France et de former des professionnels de pétrochimie pour qui il fallait d'abord commencer par effectivement identifier le besoin, etc. Voilà. Donc on peut aujourd'hui évidemment dire que cette démarche est parfois présentée de manière un peu rigide, un peu caricaturale, etc. Mais il n'empêche, et il ne faut pas l'oublier, c'est à partir de tout ça que le métier de formateur a émergé et que sa professionnalité a été reconnue. Sans tout ce mouvement-là, on n'aurait pas, on serait pas, enfin moi je ne serais pas là aujourd'hui pour vous présenter quelque chose sur les formateurs. Ceci étant dit, cette question du besoin et en lien avec la question de l'ingénierie de formation, elle est aussi bourrée d'implicites. Des implicites qui sont liés sans doute à la vision ordonnée de cette démarche. Premier implicite, c'est que la question du besoin, il est très fortement reconnu parce que le processus lui-même est inspiré, emprunte des termes, se structure à partir d'une référence qui est les sciences de l'ingénieur. Et ces sciences de l'ingénieur, évidemment, elles impliquent donc une grande technicité, elles impliquent une capacité à faire, à transformer, à assurer, mais aussi à conjoindre, puisque le ingénium, une des racines du mot ingénium, c'est la capacité de conjoindre, c'est-à-dire de réunir, de faire ensemble. Donc on est bien sur cette idée-là. Les mots ne sont jamais neutres. Vous savez que le champ de la formation, on est des grands emprunteurs de termes à d'autres champs, et celui de l'ingénieur nous a beaucoup inspiré souvent. Vous voyez, quand on entend parler de briques ou de blocs, des choses comme ça, on est aussi dans cette référence-là. Et quand on parle des référentiels, j'y reviendrai tout à l'heure, on est aussi dans l'emprunt à des sciences dites plus dures, qui sans doute rassurent un peu les fondateurs des sciences de l'éducation. Donc le point de départ, qui est donc nommé le besoin de formation, se trouve en partie ou souvent réifié. C'est un objet central, évidemment. C'est un objet central qui est celui qui déclenche, qui est le starter du processus d'ingénierie. Et ce processus, il est lui-même censé, on l'a dit tout à l'heure, répondre ou résoudre le problème qui a été posé et qui a permis d'identifier le besoin. Donc la formation, si on le suit ce raisonnement, c'est une remédiation. C'est une réparation. C'est quelque chose qui comble un vide, qui permet par exemple d'atténuer ou
comme on dit, enfin, ça va régler une carence, je ne trouve plus le mot, ça va permettre de répondre à une insuffisance, à une incompétence, etc. etc. D'ailleurs, pour ça que quand on dit aux gens, c'est quoi tes besoins de formation, il y a une partie de son cerveau qui dit, j'ai pas besoin de formation, parce qu'un besoin de formation, ça veut dire que je reconnais que je suis incompétent. Donc, j'ai pas besoin de formation. Je me débrouille avec ce que j'ai, quoi. Voilà. Par contre, si on me laisse travailler avec les collègues pour réfléchir, alors là, oui, il y a un besoin de formation. C'est entendu comme, c'est quoi que tu sais pas faire? Je sais faire. Ça fait 20 ans que je fais, je sais faire. Peut-être mieux que le formateur qui va venir me présenter les choses. Donc, la formation, c'est entendu comme quelque chose qui comble des manques, qui répare. Et évidemment, c'est peut-être pas la meilleure image qu'on peut avoir de la formation. Avec les enseignants au rectorat, on a donc monté une recherche-action qui a duré 1 an et demi, hein, où on a constaté qu'effectivement, au moment de la création de la fabrication annuelle du plan académique de formation, les enseignants, les personnels administratifs, les managers, etc., ils exprimaient des besoins de façon un peu spontanée, mais ces besoins, ils étaient sans lien, parce que pas réfléchis, ils étaient sans lien avec les situations de travail qu'ils affrontent. Si en plus, hypothèse complémentaire ou question complémentaire, si le besoin qu'on arrive à identifier est un symptôme dont les causes ne seraient pas forcément du côté des sujets, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec la formation? On sait bien que dans les lycées, par exemple, il y a des besoins, mais que le besoin, il n'est pas lié à la personne qui est concernée. Il est lié à des décisions institutionnelles, à une organisation, à des contraintes, je sais pas moi, de flux, etc., etc. Quand on voit l'état de l'université, par exemple, où c'est pas le cas cette année, mais certains collègues qui se retrouvent à faire cours dans un amphi de 300 places avec 500 élèves. C'est pas, si on lui dit quels sont tes besoins, mais mes besoins, c'est d'avoir un amphi de 500 places. Hein. C'est pas autre chose. Voilà. Pour illustrer la difficulté de cet écart entre le besoin et les situations réellement affrontées par les enseignants, m'est venu, parmi les milliers d'exemples qu'ils nous ont donnés, l'exemple des enseignants de primaire, parce qu'on avait très vite associé des collègues de primaire et de secondaire dans le même groupe. Et les collègues de primaire avaient exprimé le fait qu'ils avaient besoin ils avaient des besoins par rapport à la prise en charge des enfants à besoins spécifiques. Et on rencontrait souvent, en tant que conseiller, des collègues qui disaient on a besoin, on ne sait pas, on a des problèmes avec les enfants à besoins spécifiques. Et donc le rectorat a construit une formation cherchant à répondre à ce besoin, et qui visait à instruire les enseignants sur les caractéristiques des enfants à besoins spécifiques, leur capacité d'attention, les processus d'apprentissage particuliers, les meilleures façons d'eux, etc., etc. Vous voyez ça sûrement mieux que moi. Mais le problème, c'est que les enseignants, c'était pas ça leur question. Leur question, finalement, en y réfléchissant, c'était comment tenir une classe où on a en même temps des enfants à besoins spécifiques et d'autres à besoins non spécifiques. Il y avait une forme de hiatus. C'est un peu comme quand on est prof de PS, je sais qu'il y en a quelques-uns dans la salle, et qu'on se retrouve avec une classe de 30 élèves, avec des gamins qui nagent en club et qui font une 12 au centre nage libre, et des enfants qui ne savent pas nager. Et on est seul. On a beau être super calé en natation, on ne sait pas faire. Parce que c'est pas possible de savoir faire. C'est une mission impossible. Animer une classe où il y a 25 élèves, où il y en a 22 voilà, et puis 3 qui ont des besoins spécifiques, et ben comment on fait, quoi. Voilà. Et c'était ça leur question. Et d'ailleurs, ils avaient souvent une partie des réponses, mais de façon isolée. Voilà. Alors, on a proposé avec ce rectorat de travailler sur une conception de la formation, entendue non plus comme un produit, comme on l'a dit tout à l'heure, mais comme une offre de transformation des individus et des situations. Et donc de concevoir cette offre à partir d'une lecture de la subjective et de la part invisible du travail, pour prendre la formule, mais, si on veut le dire autrement, à partir d'une analyse précise des situations de travail affrontées, des situations, on pourrait dire des situations problèmes, ça fait plus pédagogique, mais des situations qui posent problème. Autre anecdote qui me revient, les collègues qui participaient à cette recherche-action, excusez-moi, ramène le propos d'une gestionnaire qui
qui explique qu'elle a bénéficié il n'y a pas longtemps d'une formation super sur la gestion de crise, la gestion des conflits interpersonnels et tout. C'était super intéressant, vraiment, c'était bien. Et puis un quart d'heure après, dans la discussion, elle explique qu'elle s'est engueulée avec l'intendant du lycée il y a une semaine et que c'était insupportable, qu'elle savait couper les jambes, qu'elle était obligée de s'arrêter pendant 2 jours, quoi. Et quand on lui a fait remarquer que, normalement, avec sa formation de la gestion de crise, elle aurait pu, etc., elle s'est rendue compte, effectivement, que sa formation était sûrement très intéressante, mais sans rapport avec la réalité de ce qu'elle vivait, quoi. Donc, 18 mois de travail avec eux, et des résultats, c'est pas toujours le cas, hein, mais des résultats tangibles, très précis, quoi, avec cette DAFOR. C'est que, d'une part, il y a eu une évolution des modalités de conception du plan académique de formation, en particulier en mettant l'accent sur la question territoriale, et en travaillant en particulier sous la forme de bassins territoriaux, de bassins éducatifs. Alors, comme c'est la région parisienne, comme c'est Paris, c'est des arrondissements. Souvent, il y a 2 ou 3 arrondissements qui sont ensemble. Plutôt un arrondissement central et un arrondissement périphérique, comme par hasard, pour un peu de mixité. Et donc, c'était l'idée qu'à un moment donné, les établissements de ces bassins pouvaient avoir des questions communes, y compris primaires, secondaires. Et donc, la fabrication en particulier de stages qui s'appellent des formations à initiative locale, qui existaient déjà, mais qui ont été largement renforcées, des fils. Je ne sais pas si c'est dans toutes les régions comme ça, mais voilà. Et puis, donc, parce que l'avantage, c'est que c'est des formations sur mesure qui sont portées par une véritable réflexion d'une équipe pédagogique. Alors, plus ou moins, mais justement, et c'est le 3e point, le rôle des conseillers étant d'aider à l'élaboration d'un véritable besoin. Et une autre chose qui a été changée, c'est qu'il y avait la possibilité qui était offerte d'une inscription collective à une formation, c'est-à-dire les équipes pédagogiques pouvaient s'inscrire collectivement, alors que jusque-là, c'était totalement interdit, puisque l'idée, c'était qu'il y ait un prof par établissement qui puisse venir au stage. Et donc, ça a empêché d'avoir un travail collectif. Donc, le constat qu'on a fini par faire, c'est que le besoin, il existe sans doute, mais il est plutôt le résultat d'un long processus d'intervention et de réflexion collective, et non pas le début et l'origine de la demande. En tout cas, c'est comme ça que les acteurs associés à cette affaire-là l'ont identifié. Alors, si je passe à la deuxième partie de mon intervention sur la question du rapport entre besoin de formation et travail. Alors, je vous ai mis une petite vignette d'un monsieur que vous connaissez sans doute au moins de nom, qui s'appelle Pierre Pastré, qui est le fondateur d'une approche qu'on appelle l'approche didactique professionnelle. J'ai mis une vignette de son bouquin un petit peu, je ne sais pas si on peut dire testament, parce qu'il n'est pas mort en plus, mais son bouquin de synthèse finale, en 2011, je crois, qui s'appelle La didactique professionnelle, approche anthropologique, etc. La didactique professionnelle, qui a été développée au CNAM à Paris et à Dijon, mais après à plein d'autres endroits. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui font de la didactique professionnelle au Brésil, au Québec, enfin, etc. Donc cette didactique professionnelle, elle peut se définir comme l'analyse de l'activité dans le but de former aux compétences professionnelles. Vous connaissez ça ou pas du tout? Juste pour un micro-sondage. C'est quelque chose qui est dans votre spectre ou pas du tout? Ok. Bon, alors je vais essayer d'aller lentement, parce que le point de départ, si vous voulez, de la didactique professionnelle, c'est de dire... il existe des didactiques pour les disciplines, vous connaissez ça très bien. Donc il y a des didactiques, on va dire, qui sont portées par un rapport entre savoir savant et savoir enseigner, assez classiquement. Il y a des didactiques qui sont déjà obligées de s'écarter un tout petit peu de ce modèle initial, parce que les savoirs, enfin les disciplines dans lesquelles elles sont un peu... enfin, rendre l'identification de savoir de référence plus compliquée, et on parle alors plutôt de situations techniques, situations socio-techniques de référence, hein, Martinan, etc. Et puis enfin, oui, mais qu'est-ce qu'on fait quand on veut former des adultes au travail, ou des jeunes adultes au travail, quoi? C'est quoi le savoir de référence? C'est quoi le savoir de référence pour former quelqu'un qui veut travailler? Alors, si on reste sur le modèle scolaire, on dit, pour former un boulanger, il faut qu'il fasse des maths, de l'anglais, etc. OK. Mais si on est en formation professionnelle et qu'on s'écarte des disciplines scolaires, alors se pose cette question-là. Pour autant, il y a bien une question de transposition, de traduction d'un modèle à un autre.
on ne peut pas devenir maçon du premier coup. Ça s'apprend, ça s'enseigne, etc. Et donc, c'est le point de départ de la création de ce terme de didactique professionnelle, pour une didactique de l'apprentissage et la professionnalité. Voilà. On a quand même depuis un moment des travaux très importants dans ce domaine-là, en particulier des travaux qui montrent comment c'est important de l'articulation entre travail et formation, et en particulier pour penser les dispositifs, pour penser les outils de formation, pour concevoir des certifications professionnelles. Par exemple, je vous renvoie un texte assez connu de Mayen Métral-Tourmen en 2010 qui parle de comment on peut faire des référentiels à partir des situations. Voilà. Ça permet aussi de concevoir des outils de simulation. Pastré a beaucoup travaillé sur cette question-là. Et puis, quand même, il ne faut pas l'oublier, la didactique professionnelle inspire de nombreux systèmes éducatifs, y compris de formation initiale. C'est le cas, par exemple, du système agricole, puisque le creuset aujourd'hui de la didactique professionnelle et de ses suites, c'est l'Institut Agro-Dijon, et que dans leur mission, dans cet institut, ils ont une mission d'appui au système éducatif agricole. Mais on a aussi des tentatives de traduction directe de la didactique professionnelle, par exemple dans la conception de certains diplômes professionnels. J'avais en tête le bac pro gestion-administration, mais il y a aussi plus récemment le CAP Petite Enfance rénové qui s'inspire directement de la didactique professionnelle. Voilà. Dans ces travaux, la didactique professionnelle, à un moment donné, il y a un texte qui est assez ancien, puisque ça, c'est la version de 2017, là, le Mayen, Ollery, Pastré, mais au départ, c'était un texte plus ancien, je crois de 2005 peut-être même, de Pastré et Vergniaud, qui s'intitule « L'ingénierie didactique professionnelle ». Donc cette ingénierie didactique professionnelle, elle vise à concevoir des situations de formation et d'évaluation à partir de l'analyse des situations de travail. Vous voyez bien cette idée qu'il y a une articulation entre des enjeux didactiques, de transposition. On transpose des situations de travail en situation de formation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... il y a forcément transposition, sinon on appelle ça de l'apprentissage sur le tas. Et l'apprentissage sur le tas, ça a un certain nombre de vertus, mais ça a aussi un certain nombre de coûts. Voilà. On peut aussi apprendre des bêtises quand on apprend sur le tas. On peut se faire mal, etc. Donc là, il y a bien une réflexion, une didactique des situations. Et puis, il y a bien aussi, à partir de ce raisonnement, l'idée d'une analyse du besoin à partir des situations de travail. C'est parce qu'on va regarder de près les situations de travail qu'affrontent les professionnels du métier qu'alors on pourra comprendre quelles sont les qualités qui sont requises pour affronter dans de bonnes conditions ces situations de travail. Et c'est ces conditions qu'on va pouvoir enseigner à des jeunes qui veulent devenir des professionnels de ce métier. C'est complètement flou ou c'est assez clair pour vous, là ? Si je veux devenir boucher, j'ai intérêt à savoir quelles sont les contraintes qui pèsent sur un boucher quand il découpe une épaule de bœuf, un quartier de bœuf, non seulement sur les aspects techniques, mais sur aussi les aspects, je sais pas moi, d'environnement, le fait qu'il doit faire ça en 20 minutes et non pas en 2 heures, qu'il doit le faire dans un environnement froid, etc., etc. Si je comprends toutes les contraintes qui pèsent sur son activité de professionnel, alors, quand je vais vouloir former des jeunes qui veulent devenir bouchers, eh bien, je vais pouvoir injecter ce que Pastré appelle des variables didactiques, c'est-à-dire que je vais pouvoir jouer. Moi, ma vieille formation pédagogique de prof de PS, on parlait de contextualisation, décontextualisation, complexification, décomplexification de la tâche. C'est un peu ça, c'est l'idée qu'à un moment donné, on peut, pour rendre l'apprentissage progressif, on peut jouer sur un certain nombre de leviers pour rendre les choses au départ assez simples, puis les complexifier peu à peu pour amener l'individu à maîtriser ce qu'il a à maîtriser. Donc on est bien sur cette logique-là, même si c'est dit avec des mots différents. D'après ma collègue Raquel Becerril Ortega, cette démarche de didactique professionnelle, elle a une petite limite, c'est qu'elle se centre beaucoup sur les enjeux cognitifs individuels. Et d'après elle, elle ne se centre pas sur l'ensemble des dimensions qui pèsent sur le professionnel en situation de travail. Et je partage cette idée que, en situation de travail, les dimensions sociales, les dimensions affectives, physiologiques, économiques, et j'en passe et des meilleurs, pèsent aussi sur l'activité.
Bien sûr, si je manipule, quand je fais de la... Je sais pas, moi, quand je travaille le bois, si je travaille avec un bois, un sapin qui vaut rien, je vais pas avoir la même pression que si je travaille avec un ébène de grande qualité, et que je sais que si je loupe ma coupe, je vais être obligé de jeter un truc qui vaut des sommes folles, quoi. Vous voyez ? Je pense qu'en orfèvrerie, c'est encore pire, enfin, etc. Quand les gars taillent des diamants, au départ, ils s'exercent avec autre chose que des diamants, à mon avis. Vous voyez ? Parce que si on loupe si on fait un éclat dans le diamant, il est foutu, quoi. Et donc, je pense que ça pèse sur l'activité, ça pèse, ça fait partie des contraintes de la situation, quoi. Donc, se saisir de la complexité du travail, se comprendre ce que ces personnes, avec les autres, bien sûr, parce qu'on ne travaille jamais seul. Je discutais avec une collègue en vous attendant sur la dimension collective. On ne travaille jamais seul, hein. Même quand on est isolé en haut d'une montagne, qu'on est berger en haut d'un alpage dans les Pyrénées, on n'est pas seul. On est avec ceux avec qui vont manger mon fromage, on est avec les collègues qui ont fait ça dans le temps, etc. Et donc, comprendre ce que les personnes avec les autres font pour parvenir en situation à répliquer aux tâches qu'on leur assigne, tâches qui sont d'ailleurs explicites ou pas, hein, on sait bien qu'il y a beaucoup de tâches non explicites, et à parvenir à développer des activités efficientes, c'est-à-dire efficaces mais économes, nécessite de ne pas se restreindre et de ne pas restreindre sa lecture à un fonctionnement cognitif, quoi. Voilà. C'est un des défauts qu'on peut repérer dans la didactique professionnelle. Raquel, qui travaille beaucoup sur la conception de simulateurs numériques de formation dans le champ de la santé, interroge vraiment ce besoin, cette restriction du besoin, qui risque, de notre point de vue, de conduire à répondre uniquement à des enjeux de formation, à des gestes techniques ou à des raisonnements calibrés. Vous voyez, style, vous avez tous entendu parler de ça, dans les formations d'infirmiers, on leur matraque qu'il faut qu'ils aient un raisonnement, un diagnostic clinique. Et le diagnostic clinique est ramené à, en premier, tu dois faire ça, en deuxième, tu dois faire ça, en troisième, tu dois faire ça, en quatrième, tu dois faire ça. Et si tu fais 1, 2, 4, 3, c'est foutu, ça ne marche pas. Alors qu'on sait bien que dans la réalité, les diagnostics sont plutôt itératifs, hein, et ce n'est pas des trucs mécaniques. Donc, des raisonnements calibrés qui pourraient s'assimiler, la formation, alors, ça s'assimilerait plutôt à des types d'entraînement, hein, à du drill, quoi. Et alors que, en fait, l'enjeu, c'est d'arriver à parvenir à se saisir de la complexité de l'écologie du travail, pour reprendre une formule de ma collègue Anne-Lise. Alors, il reste 3 minutes. J'ai pas commencé, en fait. Bon. Je vous laisserai le PowerPoint, de toute façon. Donc, comment je vais faire ? Je vais juste dire 2 mots de mon approche, et puis je vais faire une illustration, et je vais m'arrêter là. Ça va, comme ça ? Désolé pour la pause qui sera plus courte. Simplement dire que depuis une dizaine d'années, on va dire, un peu plus, je cherche à outiller et tester, c'est bien ça, dans mes interventions, une démarche que aujourd'hui j'ose, pendant longtemps je n'ai pas osé, mais aujourd'hui j'ose nommer une ingénierie didactique clinique de l'activité. Vous avez compris que c'est une analogie avec l'ingénierie didactique professionnelle de Pastré à l'origine, avec l'idée de faire véritablement des démarches d'ingénierie de formation, avec cette dimension de transposition, etc., mais le faire à partir non pas de l'approche didactique professionnelle, mais à partir de la clinique de l'activité, qui est une approche de psychologie du travail développée par Yves Clos au CNAM, qui a été mon directeur de thèse, et sur lequel et qui s'appuie en particulier sur les travaux de Vygotsky. Dernier slide, Monsieur le Président. J'ai dit plein de choses qui sont vachement intéressantes, mais que vous n'aurez pas, tant pis. De mon point de vue, les enjeux sont importants, évidemment, pour dépasser largement... et c'est des enjeux de toute cette question, l'identification des besoins en lien avec la question du travail. Ça dépasse largement notre communauté des sciences de l'éducation et de la formation. Et j'en veux pour preuve le dernier petit bouquin que je conseille à tout le monde de lire. Ça vaut 4,50 €. Voilà, ça s'appelle « La justice au travail » d'Alain Suppiot. Vous savez peut-être qu'Alain Suppiot, c'est un
C'est un juriste en droit social, quelqu'un de vraiment très intéressant et très important. Et il dit, je me permets de vous lire juste un petit extrait, il dit « Les gens ordinaires se désintéressent autant que possible d'un travail devenu pathogène à force d'être vidé de son sens par la gouvernance, par les nombres, et la contrainte de rendement décorrélé de l'expérience concrète de la tâche à accomplir. Les démissions massives de personnel hospitalier ou les difficultés de recrutement d'enseignants sont autant de symptômes de la survenance de ce point de rupture, de cette sécession des travailleurs ordinaires, mis dans l'incapacité non seulement de donner toute la mesure de leur habileté et de leur connaissance, mais aussi de contribuer le mieux au bien-être commun. » Donc de mon point de vue, la formation, elle a vraiment un rôle à jouer pour réinventer un modèle qui est évidemment aujourd'hui à bout de souffle, on le voit bien. En tout cas, on peut plus se permettre de former les gens comme on le faisait avant. Et en particulier en formation professionnelle, on est particulièrement et directement concerné par cette question-là. Et je crois que pour cela, il faut que les formateurs cherchent non pas à conformer des individus à un besoin qui serait un besoin totalement déraciné du réel, mais réellement à aider les gens à devenir des professionnels intelligents qui sont capables d'affronter la complexité du travail et voire même à inventer la manière dont ils vont travailler demain. Je vous remercie. Tu veux venir t'asseoir? Oui, bien sûr. Bien, désolé, il nous reste non, mais c'est pas grave. quelques minutes pour de questions, quand même, malgré tout. Je suis désolé de ne pas avoir bien géré le temps, là. C'est enseignant, c'est terrible. Oui, enfin, à ce point-là. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que c'est un peu... Parce que moi, je me posais une question, en fait, puisque je posais une question. Tu as une question, Eric? Non, je t'en prie, vas-y. Non, priorité au... Ah bon? Non, parce que moi, c'était une question que je me posais en tant que public, si je puis dire, de cette intervention. À savoir, en fait, comme tu l'as d'ailleurs esquissé un petit peu dans l'introduction de ton exposé, c'est comment se pose la question de l'analyse des besoins dans une institution comme l'INSPE, quoi. Ça ne va pas de soi, quoi. Je veux dire qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est déjà traité ailleurs, quoi. Le besoin de formation, il va de soi, quoi. Le besoin de formation des élèves, et donc en contrepartie, besoin de formation des étudiants qui se préparent à être enseignants, quoi. Donc c'est comme une question qui est quand même particulière dans une institution telle que l'INSPE. Alors moi, j'en ai pas parlé, mais c'est quand même quelque chose qui est important, je crois. J'ai constaté ça avec le monde enseignant, mais j'ai constaté ça aussi dans le monde du commerce ou dans le monde de la santé. En tout cas, dans ce que Jaubert appelait les métiers de l'humain, c'est-à-dire les métiers où on se forme à agir sur quelqu'un d'autre. Voilà. C'est que quand on commence à parler de tout ça, très vite, on ne sait plus à quel niveau à quelle stratification on parle. Est-ce qu'on parle de la formation des élèves? Est-ce qu'on parle de la formation des enseignants? Est-ce qu'on parle de la formation des formateurs des enseignants? Etc. Pardon. Donc je pense que la première chose, c'est qu'il faut bien identifier de quoi on parle. Ça paraît tout bête, mais je vous assure, par exemple, les enseignants du rectorat de Paris, là, enfin les conseillers, c'était en fait ils étaient chargés de bosser avec les formateurs des enseignants qui agissent sur les élèves. Vous voyez, donc il y avait plusieurs strates. Et quand on parlait, on ne savait plus d'où on parlait. Et donc, je pense que c'est très important de dire de quoi on parle, premièrement. Deuxièmement, je crois qu'il y a une part des besoins qui est, on va dire, de type quantitatif, lié à gestion des flux. J'imagine que quand on est responsable d'une ISP, on nous dit il va falloir former, il y a tant d'ouvertures de postes dans les concours, il va falloir l'année prochaine former tant de profs en physique, tant en EPS, tant, etc. Donc ça, c'est un besoin strictement qui concerne la gestion des flux. Et après, je pense que si on veut former un enseignant, on ne peut pas faire l'économie d'avoir un véritable travail sérieux sur la question de l'identification des contraintes qui pèsent sur lui en situation réelle de travail. C'est-à-dire que le travail, il est souvent considéré comme un allant de soi,
Voilà. Et ensuite, on dit, voilà, quels outils j'ai besoin de, etc. Mais des fois, les outils ne sont pas la réponse. Des fois, le savoir développé n'est pas la réponse. Des fois, c'est simplement la manière de se questionner qui permet d'avancer, quoi. Et pour ça, je pense que la seule façon de le faire, c'est de travailler sur les situations de travail, vraiment, mais avec des outils de l'analyse du travail. C'est-à-dire que ça ne s'improvise pas. Si vous demandez à quelqu'un d'explique-moi ton travail, il est incapable de le faire. Il va vous dire, dans le meilleur des cas, qu'est-ce qu'on lui a demandé de faire, c'est-à-dire ce qu'on appelle en ergonomie la prescription. Et dans le pire des cas, il va vous dire des banalités terribles. Alors que pour autant, si on le met dans les conditions de travailler réellement sur son travail, alors il va sortir des choses très intéressantes. Et je pense aussi, mais ça c'est un mouvement qui a été amorcé à l'Éducation nationale, heureusement, c'est de dire le démarrage du métier, c'est pas la première année, quoi. On apprend son métier sur un processus beaucoup plus long. Et donc le besoin de formation, c'est pas seulement on se forme une fois pour toutes dans sa vie et ensuite on est comme le permis de conduire, vous voyez, mais on se forme sur un processus continu, quoi. Et j'espère bien qu'on peut se former jusqu'à la fin, quoi. Voilà. Une autre question? Ça va être en vrac qui n'est pas encore totalement structuré, et ça va être en filigrane de plusieurs des interventions qu'on a eues. En fait, on se rend, enfin moi, ce qu'il en ressort par rapport à ceci, c'est que tant qu'on n'est pas dans une situation où la communauté professionnelle peut être un peu plus maître de son destin et peut un peu plus justement être dans ces logiques avec toutes les nuances qu'on a vues d'analyse des besoins, de décision collective, de comment procéder, on se heurte, nous, de facto, à des situations où les contraintes exogènes et le prescriptif institutionnel, moi, de la plupart de ce que j'ai entendu, je me rends compte que ce prescriptif institutionnel est en décalage déjà total avec la plupart des démarches et des méthodes qu'on a abordées ici, et nous entraîne à être en porte-à-faux permanent. Au mieux, on essaye d'avoir, par le discours, d'essayer de faire concilier ces deux choses qui sont, pour l'instant, en mon sens, complètement inconciliables. Et en fait, on est dans des situations où, au mieux, l'approche compétence, c'est exactement ce qu'on avait eu comme réflexion. Au mieux, on se rend compte qu'on n'a pas les conditions, de par les contraintes extérieures qui nous sont amenées pour développer un certain nombre des démarches et des méthodes. Donc soit on les nie, soit au mieux ce qu'on arrive à faire, c'est d'essayer de bricoler avec, ce qui est de toute façon totalement insatisfaisant après dans nos pratiques, et on en a quelque part un peu conscience de ça. Enfin voilà, c'est en vrac un peu ce que je veux jeter, du fait que on n'est vraiment pas dans la formation des enseignants dans un contexte où c'est la profession elle-même qui, on l'a vu tout à l'heure, elle n'a aucun choix décisionnel concernant la manière d'autorégulation, d'autoréguler ses propres pratiques, etc. Donc on n'est clairement pas, on est depuis une vingtaine d'années dans une situation où on essaye d'être dans des logiques de professionnalisation et de passer du métier à la profession, et j'ai quelque part l'impression qu'on est de moins en moins dans cette logique de profession, puisque elle n'a aucun moyen de procéder au dispositif d'autorégulation et même de choix des démarches ou des formations qu'elle veut mettre en œuvre pour ses pairs. Voilà, sans vrac, hein. Merci. Non, mais j'ai des tonnes de réponses à votre question en vrac. C'est formidable. Et d'ailleurs, je ne suis pas d'accord sur plein de choses. Donc c'est bien, quoi. Alors d'abord, pour moi, la prescription, évidemment, elle peut peser et elle pèse. D'ailleurs, Pastré dit ça d'une certaine façon en parlant des référentiels, en disant qu'il y a une dimension prescriptive dans les référentiels, mais que c'est son défaut, mais c'est aussi sa vertu. C'est-à-dire que la prescription, c'est ce qui oriente l'action. Donc, pas de prescription, parfois, est plus compliqué qu'une prescription contraignante. C'est une contrainte, mais c'est une contrainte qui permet d'orienter l'action, et donc c'est vraiment précieux. D'ailleurs, au passage, je fais de la pub, parce que c'est un ami qui vient de faire ce petit bouquin qui s'appelle « Tirer parti des contraintes ». Voilà, aux éditions Chroniques Sociales, Dominique Fauconnier, et je viens de le recevoir, et c'est vraiment très intéressant. Évidemment, s'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas la possibilité de développer ensuite des axes de liberté. C'est-à-dire qu'on ne peut
trouver des solutions qu'à partir du moment où on a une contrainte. Et la prescription, elle est aussi nécessaire à un moment donné, quoi. Enfin, voilà. Après, ce qu'on peut dire, c'est ce que j'essaie de montrer dans ma thèse d'ailleurs, c'est que, puisque le référentiel, c'est un outil de prescription, hein, des pratiques pédagogiques, etc. Ce qui serait génial, c'est si, puisqu'il y a un rapport de prescription en cascade, hein, la prescription, elle est construite sur la base d'une activité de celui qui prescrit, qui lui-même a des prescriptions, etc. Donc il faut voir les choses en cascade. Et ce qui serait absolument magnifique, c'est que la prescription, elle soit construite sur la base d'une analyse de l'activité des gens, évidemment. Mais ce qui n'empêche que ça resterait une prescription. Ça n'en ferait pas une activité. Voilà. Première chose. Deuxième chose, vous utilisez le mot pratique. Moi, le mot pratique, il me parle pas, en fait. Pour moi, la notion de pratique, et je sais que dans le champ d'enseignement, c'est un terme très, très utilisé, mais pour moi, je préférerais qu'on parle d'activité, quoi. La pratique, ce serait quelque chose presque qui relèverait du comportemental, du visible. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans le bit des gens, quoi. Enfin, voilà. Donc, il y a effectivement une dimension de savoir-faire, de mobilisation d'outils, de techniques, etc. Mais c'est bien autre chose, quoi. C'est bien autre chose. Sur la question du rapport entre métier qui deviendrait une profession. Alors, on a le même discours sur le champ de la formation. Ah, quand est-ce que la formation va enfin se professionnaliser ? Enfin, quand est-ce qu'on va avoir des formateurs qui seront des vrais professionnels, etc. Moi, je crois beaucoup plus à la question du métier. Moi, je suis très, très, très fan des métiers. Le métier, c'est justement Dominique Fauconnier, donc, que je viens de citer, qui dit, mais tu sais, le métier, c'est ce que t'emmènes sous le bras quand tu démissionnes ou quand tu es viré de ton entreprise. Le métier, c'est ce qu'on a, quoi. La profession, c'est une organisation socio-institutionnelle de reconnaissance, etc. Bon, ok, c'est très bien quand on est avocat, notaire, je sais pas quoi. Mais quand on est enseignant ou formateur, ce dont on a besoin, c'est des moyens de pouvoir faire son métier. Je pense que c'est vraiment important, quoi. Dernière chose, effectivement, mais c'est quelque chose qui n'est pas lié aux enseignants, mais qui est lié à tous les professionnels. Quand vous dites une communauté qui n'est pas maître de son destin, en fait, ce que demandent les gens, et de plus en plus, et les mouvements qu'évoque Suppiot dans son extrait que je vous ai lu, c'est que les gens, aujourd'hui, ils souhaitent une plus grande démocratie dans le travail, c'est-à-dire pouvoir, non pas être autogéré, l'autogestion, etc., c'est pas ça, l'entreprise libérée, on sait bien que ça mène à n'importe quoi, mais c'est pouvoir être consulté sur les décisions qui les concernent directement dans leur manière de faire. Effectivement, je vais vous donner un exemple sans doute idiot. Je fais classe depuis des années à 25 élèves parce que c'est la norme, et d'un seul coup on dit, bah non, la norme maintenant c'est 30 élèves. Est-ce que j'ai été consulté pour le... Bah non, maintenant débrouille-toi. Et je suis bien placé pour savoir que le monde de l'éduc est souvent extrêmement capable de faire ça aux enseignants. Quand par exemple on rénove un diplôme professionnel et qu'on envoie les nouveaux référentiels au mois de juin à des collègues à La Réunion, par exemple, en leur disant bah, en septembre, il faut que le bac pro GI soit mis en place sous une nouvelle forme. C'était un mémoire d'une collègue de La Réunion que j'avais dirigé il y a quelques années, et où elle expliquait qu'en juin, ça n'est pas possible de commander des nouveaux logiciels de gestion qui sont nouveaux dans le référentiel, etc. Et que jamais on lui a posé la question, quoi. Enfin, jamais il y a eu... évidemment, on ne peut pas tous décider, chacun a son rôle, mais qu'à un moment donné, pour les choses qui concernent vraiment profondément la manière d'exercer le métier, on puisse avoir son mot à dire, et pas de façon démagogique. Hein, pas tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, toute parole se vaut. Non, je suis désolé, il y a des institutions, elles sont faites pour diriger, etc. Mais qu'à un moment donné, on puisse dire attention, si vous faites ça, ça va avoir tel effet. Vous voyez, c'est un peu comme quand j'étais jeune prof de PS, je me retrouve dans un lycée où moi j'étais spé natation et judo. Alors il y avait une piscine, ça allait bien, mais en judo, je me dis chouette, je vais pouvoir faire du judo. Il y avait des tatamis et tout, super. Sauf que dans les salles où il y avait des tatamis, il y avait un poteau au milieu. Ben voilà. C'est-à-dire que le mec qui avait monté qui avait fait les plans, il n'était jamais allé voir les gens qui allaient utiliser ce gymnase, quoi. Et donc, bah, il avait mis un poteau parce que ça l'arrangeait sur le plan de la structure. Mais sauf que pour faire du judo, là, c'était pas possible, quoi. Vous voyez, c'est... Bon. Ils ont peut-être un peu trivial, mais... Bien, merci. Je pense qu'on va s'arrêter là, pour vous laisser la place. Merci beaucoup. Joris.